Voilà. Donc, nous avons 5 groupes et je dirais, je vais traiter. La première chose, c'est un petit peu comment fait-on pour s'organiser quand on est au début des recherches. Voilà, et tout cet aspect qu'on ne se connaît pas, est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'il faut prendre du temps? Est-ce qu'on peut aller vite? Et qu'est-ce qui se passe quand on trouve un terrain? Voilà, pour pas qu'il nous échappe. Voilà, ça sera une première partie, quoi. Il y a 2 parties là-dedans déjà, pratiquement. Et ce que je vois, c'est une deuxième grosse partie avec pourquoi choisir la coopérative. Et j'ai entendu en filigrane dessous pourquoi choisir un accompagnement au passage. Est-ce que le programme de ce soir vous convient? Est-ce que je peux poser une question plus précise? Oh, bien sûr. Alors, à tout moment. Voilà, pour la SAS coopérative, j'aimerais que dans la deuxième partie, on évoque la possibilité que la SAS coopérative puisse obtenir un agrément en tant que bailleur social. Comment faire dans ce cas-là? Moi, j'ai regardé. Ok. Alors, je me le note. Statut de bailleur social. Au niveau de la SAS coopérative. Ouais. Ça, je n'ai pas lié véritablement à la SAS coopérative, mais voilà. Donc j'ai dit organisation hors groupe, réservation d'un bien immobilier, pourquoi la SAS coopérative, pourquoi les passages et statut bailleur social. Ok. Donc, c'est vrai, moi j'ai fait partie de la réflexion des oasis en tout lieu qu'il y a eu en 2014. Le constat a été à l'époque qu'il fallait au groupe en moyenne 8 ans pour acquérir leur lieu et que 90% des groupes explosaient avant d'acquérir leur lieu. Hein, voilà. Et on disait, c'est normal parce qu'il y a le facteur humain et du coup, comme c'est long à pétrir, qu'on a été conditionné, pas forcément dans la coopération, ce temps-là était nécessaire. Je dirais fort heureusement, on a évolué. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, on avait assez peu d'expérience, on était vraiment dans le mode artistique, hein, de flou artistique même, je dirais. Chaque projet était unique et inventé l'eau chaude et l'eau tout court avant de pouvoir se constituer. Bon. Et pour caricaturer, aujourd'hui, on est arrivé à une phase, on va dire, de maturité. Hein, je ne dis pas qu'il y a encore beaucoup de choses à progresser, mais on a suffisamment d'expérience pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et moi, je dirais, une des choses de l'expérience, c'est que au plus un projet tarde à se créer, au moins il a de chances de se créer. Alors, je vais aller complètement à l'opposé de ce qui est souvent dit. Mais pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une personne qui arrive, il modifie le projet. Et donc, tant qu'on est un peu dans la pensée, il arrive régulièrement des gens, puis il en repart. Et à chaque fois, il faut redéfinir le projet.
Et du coup, c'est décourageant. Donc, il y a des gens qui partent parce que ça dure trop longtemps. Et comme il y a des gens qui partent, il faut en retrouver des nouveaux. Et comme il y a des nouveaux, il faut redéfinir le projet. Et on n'arrête pas ce cheminement-là, qui peut être intéressant. Mais dans la concrétisation, c'est pas... voilà, mais il y a beaucoup d'échecs et on prend beaucoup de temps pour échouer. Voilà. Alors que ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des projets qui se forment rapidement, même voire très rapidement, en quelques mois. Les gens ne se connaissaient pas 6 mois avant, 6 mois après, ils sont dans un lieu. Et je dirais, ces projets-là qui vont vite n'échouent pas plus que ceux qui sont allés doucement, une fois qu'ils sont réalisés. Mais ils ont échoué beaucoup moins avant de se réaliser. Hein, je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Le facteur humain, de toute façon, existera toujours. Il n'y a que quand on vit réellement ensemble que l'on peut découvrir petit à petit les zones d'ombre de chacun et de soi-même surtout. Hein, parce qu'on va dans un écolieu, c'est pour se frotter à la galerie des glaces des autres pour soi-même se connaître. Hein, donc, vous n'avez pas attendu, je pense, de faire partie d'un écolieu pour essayer de vous connaître. Et vous pouvez voir, même après 50 ans à être passé avec vous-même, que vous êtes loin de vous connaître. Ben, les autres, ils ont encore tout ce cheminement à faire sur vous-même. Donc, et c'est pas parce qu'on passe un week-end ensemble, qu'on passe une semaine de vacances ensemble qu'on se connaît. Hein, c'est quand on a passé plusieurs mois ensemble et que l'on discute de choses, de petits détails du concret, hein, du nettoyage des communs. Je dirais c'est là où on peut expérimenter véritablement si on peut faire ensemble ou pas. Et un point qui est souvent tabou, surtout en France, et qui est important dans la matérialisation des choses, c'est de parler finances, hein, de parler financier. Ça aussi, c'est essentiel. Hein, voilà. Donc, voilà. Je vous donne peut-être quelque chose qui est à l'opposé de ce que vous avez pu entendre dire, mais qui, pour moi, est mon expérience d'accompagnateur depuis 10 ans. Alors, pas forcément il y a 10 ans, ça prenait du temps. En tout cas, ces 2-3 dernières années, ça s'est accéléré. Et ces 2-3 dernières années, on accompagne de plus en plus de gens qui ne se connaissaient pas et trouvent un bien ensemble, et où il y a une personne qui trouve un bien, ou 2-3 personnes, ou 2-3 foyers qui trouvent un bien, et après font un appel à d'autres personnes qui viennent les rejoindre. Et c'est comme ça que ça se fait. Hein, voilà. Donc, je dirais, il n'est pas nécessaire forcément de se connaître depuis très longtemps. C'est justement le cheminement qui est proposé. Et c'est un cheminement qu'il faut prendre dans l'expérience de vie. Hein, ce n'est pas un acte définitif que l'on fait. On pourra sortir du projet avec les fonds que l'on a mis, et donc, voilà, ce sera toujours une expérience enrichissante si vous savez en tirer les leçons, voilà, quelle qu'elle soit. Et puis, il arrive que ça marche très bien et que c'est joyeux, et même c'est la plupart du temps comme ça. Hein, mais c'est pas facile. Hein, il y a vraiment en permanence à comprendre que on a notre vérité, et que notre vérité, elle est juste pour nous, et qu'il est important de comprendre ce qui est juste pour nous, mais que ce qui est juste pour nous n'est pas forcément la vérité des autres. Et il faut avoir cette modestie d'accepter que l'autre aussi a une vérité qui est tout aussi valable pour lui-même. Hein, voilà. Donc, voilà. Et autre chose également, c'est on s'aperçoit, en tout cas dans l'accompagnement des passages pour nous, c'est le fait de choisir son statut juridique en coopérative permet de poser vraiment des bases de pérennisation du projet. Parce qu'on est dans un autre
système de valeurs et de pensée que la société individualiste dans laquelle nous sommes et dans un autre rapport à l'argent. Et du coup, le fait de pétrir ça, si on se met d'accord là-dessus, il y a quand même un gage de pérennisation parce que on a une vision plus long terme et moins court terme. Donc, c'est ce qui fait que l'on met en avant le juridique et le financier, parce que c'est là où on voit si les belles idées se matérialisent, se concrétisent réellement dans le projet. Parce que sinon, si on reste sur le côté humain, spirituel, on va pouvoir être super d'accord, et dès qu'on va parler d'argent, dès qu'on va parler de concret, là tout de suite, on va voir qu'il y a une distorsion, hein, il y a un non-alignement entre les belles paroles et la concrétisation, la matérialisation de ces belles paroles dans le groupe. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de mettre tout de suite le montage juridique et financier pour voir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde concernant la concrétisation. Donc on va regarder après quelles sont les spécificités de la coopérative. Le deuxième petit point, je dirais, de cette première partie, qui est quand les groupes se constituent, voilà, vous êtes un certain nombre. Il y a une conférence que vous pouvez demander à Serena que j'ai faite sur justement comment se structurer dans les groupes pour éviter de recommencer à chaque fois qu'il y ait quelqu'un de nouveau, hein, en créant un cercle-cœur de manière informelle. Mais c'est lui qui va être le leader pour définir le projet. Et on ne peut rentrer dans le cercle-cœur que quand on a fait suffisamment de présentiel. Et au départ, les personnes qui viennent, elles viennent pour voir si ça correspond à leur propre projet. Ils pourront après influencer sur qu'est-ce qui sera décidé, mais qu'une fois qu'ils auront suffisamment montré d'engagement vis-à-vis du groupe. Mais voilà, on ne redéfinit pas le groupe à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de cercle-cœur qui existe de manière informelle, puis dans la création des statuts de société, de l'association. Hein, dans l'association, il y aura aussi une notion de cercle-cœur qui va se matérialiser juridiquement dans un conseil d'administration. Et là aussi, si vous avez besoin, il y a des conférences et il y a des modèles de statuts, des exemples de statuts d'association qui vous permettent d'être dans cette logique-là, parce que cette logique-là sera la même aussi dans la SAS coopérative, où dans la coopérative, il peut y avoir deux sortes d'associés. Les associés habitants, qui sont un peu le cercle-cœur et le conseil d'administration, et les associés financiers, les associés qui donnent différentes formes d'énergie et qui seront dans le collège de catégorie B. Et voilà, on distingue vraiment ceux qui sont intéressés, ceux qui sont impliqués. Ceux qui sont impliqués ont besoin d'avoir un engagement plus fort et un pouvoir décisionnaire plus fort et de ne pas être perturbé par des gens qui font juste que passer par là. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions ? Vous pouvez mettre éventuellement dans le chat des questions si vous avez. Je ne regarde pas tout le temps, mais voilà, à la fin d'une petite partie, je regarde. Donc voilà, ma première partie, c'était vous dire, n'hésitez pas à vous lancer, et n'hésitez pas à vous lancer même si vous n'êtes pas complet. Par contre, pour rechercher votre bien, imaginez combien de foyers vous allez être. Ça permet de dimensionner à la fois le bien immobilier qu'il vous faut. Si vous voulez être 10 familles, il ne faut pas trouver un endroit où potentiellement il peut y avoir que 2 logements. Voilà. Et puis aussi, ça vous permet de dimensionner votre budget. Parce que vous pouvez très bien lancer un projet à 3 foyers avec une perspective à 10.
ce que vous faites, vous prenez la moyenne des apports de vos 3 foyers et vous les multipliez par 3. Et vous aurez à peu près l'apport que vous aurez pour rechercher un projet. Hein, donc voilà, ça multiplie par 3 votre projet, parce que souvent je vois des gens qui sont peut-être 5-6 foyers qui cherchent pour faire un groupe de 10, mais ils regardent que l'apport qu'il y a pour les 5-6 foyers. Si véritablement vous trouvez un bien pour 10, à ce moment-là, vous pouvez considérer que l'apport sera supérieur. Hein, voilà. Deuxième aspect, c'est que l'apport n'est pas le seul moyen de financer un bien. Alors, je vais aller aussi à l'encontre d'une idée qui est souvent partagée dans la création des écolieux, c'est qu'il ne serait pas souhaitable de faire un prêt bancaire. Moi, je vais aller à l'encontre. Je dirais aujourd'hui, faites un prêt bancaire. Même, voilà, je ne vais même pas, vous pouvez, je dis faites. C'est favorable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt réels sont négatifs. Et il y a des chances que aujourd'hui, c'est autour de -1, -2% de taux d'intérêt réel. Et il y a des chances que d'ici 1 an ou 2, le taux d'intérêt réel soit encore plus négatif. Alors, je m'explique parce que ça fait 1 an que je l'indique. Depuis une quinzaine d'années, depuis 2008, première crise financière, les États ont injecté une masse monétaire gigantesque. Normalement, ça aurait dû créer de l'inflation. Ça n'a pas créé de l'inflation parce que cette masse financière n'a pas servi principalement à acheter des biens de l'économie réelle, mais a servi à acheter des valeurs illusoires. Ce que j'appelle des valeurs illusoires, en tout cas à mon niveau, c'est-à-dire des crypto-monnaies. Crypto-monnaie, c'est basé sur rien. Ça ne sert à rien d'autre que à stocker de l'argent qui a été créé de manière très artificielle. Or, on arrive au bout un peu de la confiance que les gens peuvent avoir sur les crypto-monnaies. Du coup, il y a beaucoup de masse financière aujourd'hui qui se replie sur les matières premières. Et c'est comme ça qu'au début de l'année dernière, le prix du bois a quasiment doublé. Et qu'on voit petit à petit l'inflation partir. L'année dernière, on nous a dit que ça ne serait pas plus de 2%. Aujourd'hui, ils en sont à 3-4%, avec des perspectives de l'ordre de 6%. Bon. Et du coup, qu'est-ce que le gouvernement est obligé? C'est d'augmenter les retraites, les minimums, parce que comme il ne les a pas augmentés depuis des années alors qu'il y avait une petite inflation, là maintenant que l'inflation est forte, ils sont obligés de réactualiser les choses. Or, si on a un taux d'intérêt qui est aujourd'hui sur l'immobilier de 1,5, 2%, et profiter parce que les taux d'intérêt vont augmenter assez rapidement, je pense, d'ici la fin de l'année prochaine, de cette année même, si vous avez un taux d'intérêt à 2% et que vous avez de l'inflation à 3%, vous avez un taux d'intérêt réel de moins 1%. C'est-à-dire que chaque année, c'est 1% plus facile de rembourser. Mais si l'inflation est à 6%, ça fait moins 4%. Et sur 10 ans, vous avez moins 60% d'efforts sur les mensualités. Parce que les intérêts se cumulent. Et même s'ils sont négatifs, ils se cumulent aussi. Donc, ça veut dire que dans 10 ans, l'effort que vous avez à faire pour rembourser le crédit est 60% plus faible, c'est-à-dire 2 fois moins important qu'aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat. Voilà. Et je dirais, voilà, nous, au passage, on est plutôt sur l'aïkido systémique. C'est-à-dire qu'on n'est pas hors système. Autrement, vous faites une ZAD si vous voulez être hors système. On pratique l'aïkido systémique, c'est-à-dire qu'on va utiliser les outils puissants du système, mais à notre profit.
Et un des outils puissants du système, c'est de pouvoir acheter avant d'avoir l'argent. C'est le principe du crédit. Voilà, faites-vous plaisir, on n'a qu'une seule vie. Et dans la création du projet, ça ne coûte quasiment rien. Parce qu'un projet immobilier s'amortit sur 100 ans. Donc, calculez ce que coûtent les intérêts sur 100 ans. C'est rien. Voilà. Et il serait anormal que ce soit les premiers qui fassent entièrement l'effort financier de l'acquisition du bien, alors qu'il a vocation à devenir un bien commun, en tout cas dans la coopérative. Et donc, c'est pour ça qu'on répartit l'effort sur 100 ans. Et donc, cet effort financier qui est fait au départ n'est pas supporté uniquement par ceux qui habitent les premières années durant la durée du prêt, mais on va l'étaler sur 100 ans. Voilà, c'est toute la logique du montage financier que l'on crée au niveau de la SAS coopérative. Alors, voilà, ça c'était pour déterminer votre budget. Votre budget, ce n'est pas simplement les apports des personnes présentes, c'est aussi celles qui vous rejoindront et c'est aussi la possibilité de faire un crédit et c'est aussi la possibilité pour les passages par le fonds de dotation qui s'appelle le FRIC, le fonds de ressources en investissement créatif, qui permet de vous faire des pré-relais quand vous avez un bien immobilier à vendre. Quand vous achetez, des fois, vous avez un bien immobilier, vous ne l'avez pas disponible immédiatement vos fonds. Voilà, on est susceptible de vous faire un pré-relais sans intérêt qui permet d'acquérir pour et après vous nous rembourserez une fois que vous aurez vendu votre bien immobilier. Et également, le fonds de dotation peut se porter caution sur un crédit que vous feriez bancaire. Voilà, si vous avez besoin d'une caution, le fonds de dotation aussi a cette possibilité-là. Donc, du coup, ça vous donne une masse financière un petit peu plus large et de pouvoir envisager des projets plus ambitieux et plus heureux. La deuxième chose, c'est, voilà, vous êtes quelques-uns, vous visitez un bien et un jour, alors que vous n'avez pas créé de structure, rien, vous tombez sur un bien qui est formidable, qui est au bon prix, qui vous satisfait, qui est surtout. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Alors, beaucoup disent, on va commencer à creuser les statuts juridiques, on va voir si on a suffisamment d'argent. Et puis, ils disent tout ça en plus aux vendeurs en disant, désolé, on ne peut pas, mais gardez-le nous parce que on va faire tout ça. Le vendeur, si demain il rencontre quelqu'un qui peut lui acheter, même avec toute la bonne volonté du monde, il va vendre à une autre personne qui peut lui mettre le chèque sur la table. Et ça ne peut pas durer très longtemps. En fait, il y a quelque chose de très simple. Le droit français est très protecteur des individuels qui réservent un bien immobilier. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est réserver à votre nom propre. Alors, à une ou deux personnes, ou trois personnes, voilà, il ne faut quand même pas mettre trop de personnes. Je trouverais qu'entre 2 et 3 personnes, c'est un bon nombre. Vous pouvez réserver le bien. Et ce qui est important, c'est de mettre 2 conditions. La première, c'est la clause de substitution qui vous permet de substituer aux personnes physiques qui ont réservé la SAS coopérative ou une autre société, d'ailleurs, la société qui va se substituer à vous. Les notaires ont l'habitude, ils mettent que ça sera soit vous qui achetez, soit toute autre personne, physique ou morale, voilà, qui a les moyens d'acheter. Ça, c'est la première élément à faire mettre sur le compromis. La deuxième,
c'est impérativement de mettre une condition suspensive d'obtention d'un prêt, même si vous aviez la totalité de l'argent. Sachez qu'à partir de ce moment-là, si vous mettez une condition suspensive de l'obtention d'un prêt, c'est le vendeur qui s'est engagé et non vous. Car si vous n'avez pas votre crédit, il est interdit et complètement illégal de vous retenir le moindre centime de pénalité parce que vous ne signez pas. Et pour ne pas obtenir un crédit, c'est facile. Vous allez voir votre banquier, vous leur dites ben, finalement j'ai réfléchi, je ne veux plus acheter. Est-ce que vous croyez qu'un banquier va vous faire un prêt si vous ne vous souhaitez plus acheter? Il va se dire là je vais au-devant de beaucoup d'emmerdements. Donc il vous fait rapidement une attestation comme quoi il ne vous fait pas le crédit et vous présentez ça au notaire et vous récupérez le dépôt de fonds. Donc ça vous permet de réserver le bien, parce que le vendeur, lui, il est bloqué, hein, et de négocier un délai allant de 4 à 6 mois. Hein, également, l'erreur qui est faite, c'est souvent de dire « Ah ben, on achète vite ». Non, en habitat participatif, on a besoin d'un peu plus de temps. Et de toute façon, aujourd'hui, un compromis signé avec une condition suspensive d'obtention d'un crédit, il faut au moins 4 mois, 4 à 5 mois pour que la vente se réalise. Pour un particulier, hein, je parle. Donc, n'espérez pas en habitat participatif, avec la création d'une structure, avec la recherche d'un financement et autres, faire en moins de 4-5 mois. Prévoyez plutôt 6 mois. C'est beaucoup plus raisonnable. Le notaire vous soutiendra parce qu'il pourra dire au vendeur qu'effectivement, c'est un délai raisonnable. Et le fait que vous demandez un délai, ben, c'est plutôt bon signe que vous allez vraiment vous consacrer à la réalisation de ce projet. Alors que de faire un délai court, ça prouve que vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'acquisition. Hein, donc voilà, 4 à 6 mois, c'est vraiment tout à fait acceptable. Et ça tombe bien parce que il nous faut 3 mois pour vous accompagner pour la création de structures juridiques. Voilà. Donc ça, voilà, impérativement une condition suspensive d'obtention d'un crédit, hein, voilà, et éventuellement même des clauses d'urbanisme. Hein, si vous envisagez des extensions, ben, vous demandez à ce que vous obtenez un permis de construire. Et là, maintenant, on parle plutôt de 8 à 9 mois pour la réalisation du projet. Hein, voilà. Voilà, ces aspects un petit peu techniques, voilà, je suis allé vraiment à l'essentiel. Hein. Si après vous vous trouvez dans ce cas-là, on peut vous accompagner de manière plus précise sur les aspects d'acquisition et de réservation. Mais n'attendez pas de créer une structure, de faire un accompagnement, de tout ça pour réserver votre bien. Vous pouvez réserver, il n'y a aucun problème, à condition de mettre une condition suspensive d'obtention d'un crédit. Vous n'avez pas besoin de mettre une fortune sur le crédit, hein. 100 000 €, ça suffit pour que le banquier ne vous fasse une attestation comme quoi il ne vous accompagne pas. Et donc, de pouvoir vous libérer de votre engagement. Mais en tout cas, ça vous laisse le temps de constituer le groupe, la structure et le montage juridique. Alors, j'ai une question de SL. Peut-on prévoir l'occupation des lieux pendant la période du compromis, quand on sait que l'on va acheter, bien sûr? Alors, si j'étais du côté du vendeur, je lui déconseillerais formellement. Si je suis de votre côté, je dis bah, pourquoi pas. Voilà. Le tout, moi je préfère, même si c'est de prévoir un petit contrat de location avec le vendeur pendant cette période-là, en lui donnant une petite indemnité qui correspond
malgré tout, à l'occupation des locaux, peut-être l'usage d'électricité, d'eau, ainsi de suite, quoi. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu au clair. Voilà, parce que souvent, ça peut être source d'une tension qui se retrouve quelque temps après. Voilà, et il faut se méfier quand même de ce type d'occupation, mais pourquoi pas? Voilà, mais vraiment à définir avec le vendeur dans quel cadre, hein, quelles sont les conditions financières, comment on prend en charge les frais, qu'est-ce qui se passe si vous veniez à pas acheter, parce que des fois on est super sûr d'acheter. Et en vivant sur place, bien évidemment, quand on visite et qu'on a envie d'acheter, c'est qu'on voit le plus beau, le meilleur du lieu. Et puis, il arrive que, en étant sur place, on s'aperçoit de quelques inconvénients. Et donc, et en plus, on a toujours un peu la trouille de conclure, de se marier, de s'engager sur plusieurs années. Et du coup, voilà, il n'est jamais vraiment sûr que vous achetiez. Voilà. Donc, ça peut être des fois un moyen de ne pas acheter, non pas parce que le lieu ne le mérite pas, mais par peur, hein, par renoncement. Alors, j'ai une autre question de Pépé. Comment passer d'un prêt personnel sur une promesse à un crédit au nom de la SAS coopératif? Alors ça se pratique tous les jours. Vous n'avez pas besoin, le banquier, il suffit qu'il voit qu'il y ait la possibilité de substitution et du coup, quand vous déposez votre dossier, vous le déposez au nom de la coopérative, hein, voilà, qui va se substituer aux personnes physiques. Hein. Ceux qui ont acheté en SCI, voilà, ça se pratique souvent. Hein. Moi, j'ai un passé d'agent immobilier et je peux vous dire que c'est très, très fréquent voilà, de réserver un nom personnel et de basculer après dans une société. Et donc, les banquiers ont l'habitude, ça ne sera pas un problème, en principe. Ou alors, vous n'avez pas affaire à un banquier qui a l'habitude de monter des prêts. WL, peut-on envisager un crédit vendeur dans l'idée d'occuper les lieux rapidement? Oui. Alors, je réponds oui, et encore plus facilement avec la SAS coopérative. Hein. On pourra l'envisager même sur plus ou moins long terme. Hein. Il deviendra un prêteur solidaire, un contributeur solidaire qui sera actionnaire de la coopérative. Voilà. C'est-à-dire qu'on va transformer une partie du prix en compte courant d'associés. Et dans l'accompagnement que l'on fait, hein, on vous amène la convention d'apport en compte courant d'associés qui définit dans quelles sont les modalités de remboursement de chacun des associés, mais c'est individualisé et donc pour le vendeur comme pour les autres, on pourra spécifier quelle est la façon dont on le paye. On lui rembourse son compte courant d'associé. Est-ce qu'il y a une autre question et vous pouvez prendre la parole? C'est des fois plus agréable. Oui, je me permets parce que l'écrire, c'est compliqué. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien parce que vous vous figez et j'ai peur que ce soit ma liaison qui soit un peu faible. Non, enfin, moi, je Oui, vous on vous entends. entend bien. Patrick, ouais. Bon, Oui, donc, super, super. Sur l'ordre des choses, on va assigner une promesse qui nous donne un délai après pour arriver au montant du prêt. Mais le montant du prêt, il faut bien qu'il soit conditionné vis-à-vis du banquier sur on va dire entre guillemets, un devis, un prix de construction ou de rénovation du lieu qu'on va acquérir. Oui ou non? Alors, excuse-moi, tu vas pouvoir préciser. C'est-à-dire que vous pouvez faire un crédit pour l'acquisition ou vous pouvez faire un crédit
pour l'acquisition et les travaux. Voilà, voilà. c'est ça la question. Alors, voilà. Moi, ce que je vous conseille quand même au maximum, c'est justement de faire un crédit pour l'acquisition et pour les travaux, gardez plutôt de la trésorerie pour vous le faire vous-même. Vous le financez vous-même parce que bien souvent, vous faites des travaux en autoconstruction. Et ça, un banquier, il ne voudra pas le financer. Le banquier n'acceptera de financer que s'il paye des entreprises. Exactement. Voilà. Et ayez bien cet élément en tête. Ouais. Donc, pour le gros œuvre, si vous le faites faire par quelqu'un d'autre, une entreprise, ben oui, vous pouvez faire des devis après derrière, d'où la nécessité de prendre un peu de délai pour avoir le temps d'avoir des devis. Voilà, et les présenter aux banquiers voilà, avec des entreprises qui ont des décennales. Un banquier qui finance des travaux, il veut des entreprises qui ont une assurance décennale. Voilà. Et là, c'est bien qu'ils soient que, parce que c'est plus sur la construction. Enfin, le budget le plus important, il n'est pas sur l'acquisition, il est sur les travaux qui sont derrière. Et ça, ça dépend les projets. Oui, dans notre cas, en l'occurrence, l'acquisition du lieu, il n'est pas cher, mais on doit construire des logements pour chacun. Donc, on est un ratio de 1 à 4, par exemple. Oui, je comprends. À ce moment-là, effectivement, il faut lui faire soit un budget global, mais en prenant compte que ce que vous allez faire par des entreprises. La viabilisation, par exemple, qui est un coût important chez vous, et le gros œuvre, par exemple. Voilà. Et garder une marge de trésorerie pour faire les travaux en autoconstruction. Voilà, il faut mieux lui demander plus sur l'acquisition. Il faut savoir, la plupart, en habitat participatif, la plupart du temps, les gens ont au moins la moitié, voire plus, en apport sur l'acquisition du bien. Or, la moyenne française est à 17% d'apport. Donc, autant je vous conseille d'avoir plus que 17% d'apport parce que là, on s'étrangle un petit peu souvent, après derrière. Donc, ayez au moins 40%. Entre 40 et 60%, je pense que c'est une bonne réalité. Et gardez, si vous avez un peu plus, pour les travaux après que vous voulez faire en autoconstruction. Voilà. Répondu à ta question, Patrick. Oui, totalement. Je vais t'en rajouter juste une petite. La banque ne te fera pas un prêt relais non plus si tu n'as pas un produit fini. On est d'accord? Je parle de la construction. Un prêt relais, non. Les banquiers aujourd'hui ne font pas de prêt relais parce que ça leur coûterait trop cher. Et c'est pour ça qu'au passage, on a préféré monter une solidarité, une coopération entre les personnes. C'est-à-dire que d'où va venir l'argent qui vous sera prêté pendant 6 mois, 1 an, le temps de vendre votre bien. Prêt relais, c'est ça, c'est en attendant d'avoir vendu un autre bien. C'est souvent des gens qui sont en cours de recherche, qui n'ont pas encore trouvé et qui vont prêter cet argent au passage, qui pourra le reprêter à des groupes. Et le foisonnement qui est réalisé permet de, quand la personne a trouvé son bien, il lui faut au moins 3-4 mois, et donc souvent on a le temps de le récupérer, d'autant que comme il y a un foisonnement de plusieurs projets, il y en a toujours un qui est remboursé. Voilà, on tourne là-dessus. Alors, il y avait les ch'tiques, Andy, je crois, qui avait levé la main. Et après, c'est à toi, Xavier. Oui, ok. Moi, j'avais une question. En fait, tout à l'heure, tu parlais de si on était 3 familles, il fallait y aller. Et si on avait l'intention d'être 10, admettons qu'on soit 3 familles avec un budget de 100 000 euros, comment on justifie au banquier le prêt d'1 million, si on suit donc 10 fois 100 000 euros?
Comment on justifie ça aux banquiers, en fait? Parce que j'imagine que c'est quand même basé sur des revenus. Comment ça fonctionne par rapport à la SAS Coop, là? Alors, quand on est en SAS coopérative, ce qui est important, essentiellement pour le banquier, ça va être le projet en lui-même. Et déjà, c'est la présentation. Alors ça, c'est vrai pour tout, quelle que soit votre structure juridique. Aujourd'hui, on a vraiment, on a tout essayé et il y a une chose qui a été comprise, je dirais, c'est que quand on arrive et qu'on dit ouais, on est quelques potes et on a envie de se faire un petit projet, là, habiter tous ensemble, est-ce que vous nous financeriez? Je peux vous dire qu'à 99%, le banquier va gentiment vous écouter un petit quart d'heure et rapidement va prendre congé de vous. Voilà. Comment vous présenter? Vous êtes plusieurs associés qui voulaient faire un investissement immobilier locatif. Et donc, moi, j'ai monté de nombreuses sociétés pour moi et pour des clients là-dessus. Quand on fait ça, le banquier est prêt à nous suivre à partir du moment où le bien a été bien acheté, parce que lui, il va réfléchir, s'il ne me paye pas, est-ce que j'ai la marge pour le vendre aux enchères à la casse? Donc pour ça, il ne faut pas que vous ayez surpayé le bien et que vous ayez un apport suffisant. Votre apport, en fait, est la marge qui peut s'autoriser de diminution du prix pour le vendre facilement aux enchères. D'accord? Donc ça, c'est la première analyse. Donc ce n'est pas dépendant de vous. Deuxième analyse, ça va être de regarder est-ce que les revenus de la société sont suffisants pour rembourser le prêt. Et là, ce n'est pas ce que vous gagnez qui lui est important, c'est quels vont être les loyers qui vont être collectés sur le lieu. D'accord? Donc, voilà, si vous empruntez 500 000 euros, en gros, aujourd'hui, ça vous coûte 2 500 euros par mois, et que vous avez un potentiel de 4 000 euros de loyer sur le site, voilà, vous lui dites, ben voilà, on va faire tant de maisons, voilà, vu le marché de l'immobilier, on peut louer à chacune à 400 euros, x 4, ben ça fait 4 000 euros. Vous empruntez 500 000 euros, ben il se dit tranquille. Ben c'est ça le raisonnement principal du banquier. Et puis souvent, il va aimer quand même que le président de la structure, le gérant ou le président, suivant quel type de structure, se porte caution. Mais il n'a pas besoin sur la totalité du financement. Aujourd'hui, récemment, voilà, pour le Moulin d'Hugo dont on parlait et que j'ai accompagné aussi sur le financement, ils ont demandé sur 500 000 euros, ils ont demandé une caution de 50 000 euros du gérant. Parce que ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais récupérer la caution personnelle. Les banquiers se cassent les dents généralement en justice face à des non-professionnels. Ils n'arrivent pas à récupérer financièrement la caution. Mais c'est simplement qu'ils vont avoir un responsable qui se sent concerné. Et ce qu'ils veulent, c'est que ce responsable a une certaine expérience dans le domaine immobilier ou des affaires, en tout cas qui arrive à bien présenter le projet. Le projet dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, pas d'un habitat participatif. Ou alors il faut tomber sur la perle rare en banque. Ça arrive de temps en temps. J'ai un projet sur 10. J'en ai de plus en plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus des banquiers qui disent « Oh, c'est génial, un habitat participatif. Moi aussi, un jour, j'aimerais… » Voilà, bon. Là, c'est sûr que ça facilite les choses. Mais autrement, la plupart du temps, quand même, le banquier, il n'a aucune notion de ce que peut être un habitat participatif et ça lui fait peur. Donc, profitez de l'opacité
de la société et notamment de la SAS coopérative. Autant dans une SCI, le banquier va analyser les slips de chacune des personnes, les petites culottes de chacune des associés, autant dans une structure de type SAS coopérative, il n'a pas besoin d'analyser tout ça. Il va vous demander quand même par réflexe, je dirais professionnel, mais ça a peu d'importance. Vous pouvez avoir quelqu'un d'interdit bancaire parmi les associés. Peugeot ou Tesla ou je ne sais pas, tous ces gens-là ont sûrement des associés qui sont pas solvables, mais ça n'a aucune importance. C'est le projet qui doit être solvable et non pas les associés. Parce que de toute façon, le banquier n'a pas d'accès à la responsabilité des associés. Contrairement à une SCI. Une SCI, chaque associé est responsable des dettes de la société. Normalement à proportion de ses parts, mais en fait, le banquier peut très bien demander à une personne qui est très solvable la totalité du prêt. Et à lui de demander la répartition à ses autres associés. Alors que dans une SAS coopérative, les associés ne peuvent pas être récupérés en responsabilité. Voilà. Xavier ? Oui, mais en fait, ça rejoignait un petit peu le questionnement d'Éric, à savoir si les banques n'étaient pas trop frileuses dans le cadre d'un projet habitat participatif. Donc, j'ai déjà eu une grosse partie de réponse suite à ton intervention. Et ici, justement, par rapport à ton intervention, tu parles de loyer. Donc, en tant qu'occupant, on devrait payer un loyer alors? Est-ce que c'est… Oui, alors tout à fait, c'est le principe de la SAS coopérative. Je vous demande un tout petit instant, je dois arrêter la cuisson du repas de ce soir pour éviter qu'il grille. J'en ai pour 1 minute. Voilà, désolé de cette coupure. Alors, oui, les loyers, alors… on va appeler ça loyer vis-à-vis du banquier parce que c'est une notion qui peut appréhender. En fait, qu'est-ce qu'on va faire payer quand on occupe un bien, qu'on soit locataire ou propriétaire, on a toujours à payer l'ensemble des frais et la régénération du bien. C'est-à-dire que quand on l'occupe, inévitablement, on le dégrade. Et le bien même se dégrade même si on ne l'occupe pas, et des fois même plus fortement encore. Voilà. Donc c'est pour ça que le loyer, en fait, c'est qu'une présentation vis-à-vis de l'extérieur pour le banquier, pour les frais, et puis également pour bénéficier des APL. Voilà, pour ceux qui peuvent bénéficier des APL. Donc on va faire une présentation qu'il y a des loyers qui sont versés, parce que ça vous est profitable. Mais en fait, derrière cela, il y a tout simplement tous les frais, les consommables, bien évidemment, eau, électricité, parce que souvent c'est commun, les frais de la structure, par exemple l'expert comptable que vous pouvez avoir, les petites réparations, mais également l'amortissement. Et ça correspond à quoi l'amortissement ? Ça correspond à la régénération du bien. Quand il est fait, comme sa définition comptable et juridique le prévoit, sur la durée d'utilisation du bien. Donc, un bien immobilier, généralement, on considère que c'est sur 100 ans. Donc, on pratique un amortissement de 1%. Alors que dans la société capitalistique, Je ne t'entends plus. excusez-moi, j'ai disparu. Dans la société capitalistique, généralement, on amortit sur 20 ans. Donc, on amortit 5% par an. Donc, si vous amortissez que 1%, sur cette partie-là d'amortissement, vous payez 5 fois moins cher. Et ça correspond tout simplement, la toiture, il faudra la remplacer un jour. Mieux vaut capitaliser progressivement pour
remplacer cette toiture, et ça correspond aussi, je jouis, je paye la régénération du bien, plutôt que d'attendre qu'une tuile tombe sur la tête de quelqu'un, et même s'il est arrivé il y a 6 mois, ben, il doit payer la toiture qui a été utilisée par tous ses prédécesseurs. Hein, voilà. Cette notion de loyer, voilà, on la pétrira véritablement si vous faites une formation avec les passages. Vous verrez qu'on l'utilise habilement pour faire de l'aïkido systémique, justement, pour toucher les APL, pour pouvoir faire des crédits bancaires. Mais ça correspond en fait aux frais d'utilisation du bien, de jouissance. Hein, voilà. Qui est inévitable, même quand on est propriétaire, on doit payer tous ces frais-là et on doit payer les réparations et les travaux d'investissement. Donc voilà, c'est la même chose. Une dernière question. Alors, j'en ai encore une. Je peux te donner un cas concret? Vas-y. Parce que tu parles d'investissement. Moi, je pense que ce n'est pas le bon mot, surtout si tu as fait de l'immobilier. L'investissement, c'est fait pour accroître. En l'occurrence, on n'est pas dans cette situation-là. Donc, mon exemple, j'ai un appartement de 150 000 €. Je le vends. J'investis un logement sur un éco-hameau à 100 000 €. Et comme il n'existe rien d'autre au fil du temps, pour faire des barrières, je dépense 50 000 €. Donc, en gros, j'ai sorti tout mon argent. Alors, attends, est-ce que tu peux recommencer? Je ne t'ai pas entendu. J'ai coupé mon image pour mieux t'entendre. Donc, j'ai un logement que je vends qui vaut 150 000 €. Oui. J'arrive sur un écolieu avec un logement qui coûte 100 000 €. Donc, j'investis donc 100 000 € dans ce logement. Et à côté de ça, il y a plein de choses à faire, de faire des clôtures, de planter des arbres fruitiers. Bon, là, j'y dépense 50 000 €. Quand je quitte le lieu et que l'immobilier, en 10 ans, a monté de 50%, j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que moi, je ressors au prix auquel je suis rentré. Pas forcément. Le logement, non, je ne parle pas de l'indexation du coût de la construction, il est vrai de partout, mais le logement que moi j'ai quitté à 150 000 €, il vaut 225 000 aujourd'hui, on va dire. Moi, je n'ai jamais cet argent pour réacheter ce même logement. On est d'accord? Disons que c'est un autre imaginaire et c'est là où c'est important de vous mettre d'accord et c'est important de voir. Est-ce que la spéculation est de mise dans votre projet ou pas? Et ça change fondamentalement tout. Si, non, mais je te réponds. Non, mais t'inquiète pas, Patrick, c'est une question qui m'est posée depuis 10 ans, que je connais bien. Et voilà, je te demande d'être attentif pour bien voir le switch, hein, c'est-à-dire le changement de paradigme que l'on a. Si tu veux rester dans la société de spéculation et d'être dans la plus-value, ben oui, ton raisonnement est tout à fait compréhensible. Maintenant, non, mais attends, écoute jusqu'au bout, s'il te plaît. Moi, j'ai compris ton raisonnement. Essaye de comprendre, si tu veux bien, l'autre raisonnement. Hein, voilà. Cette société-là, elle nous conduit, ce que je crois en tout cas, hein, elle nous conduit droit au mur par des inégalités qui sont de plus en plus fortes. Parce qu'on ne peut pas suivre, parce qu'il n'y a aucune logique réelle à cela. Il n'y a qu'une logique financière. Par contre, ce qu'il est possible, c'est effectivement de dire « j'amène mon argent, hein, je jouis du lieu et je repars avec une indexation ». Une indexation, c'est quoi? L'indexation de l'IRL, c'est la variation moyenne du prix des logements. Donc, ça veut dire que, effectivement, si tu vas dans un lieu spéculatif, au centre de Paris par exemple, tu ne pourras pas te reloger avec l'IRL. Ça, on est d'accord, parce qu'il y a de la spéculation. C'était ma question. Mais voilà, mais je te réponds. Je te réponds, si tu vas dans un lieu spéculatif, tu ne pourras pas suivre le niveau de la société spéculative. Par contre, si tu renonces à aller dans les lieux spéculatifs, mais plutôt dans la moyenne des lieux, la plupart, donc ça veut dire des lieux en France, là, tu pourras acheter normalement.
avec le même pouvoir d'achat. Voilà. Oui, Donc, c'est non, clair ça va que pas. si tu vas dans un tel projet, dans l'optique d'une coopérative, tu pars dans une idée de quitter la société de spéculation financière dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voilà. Et que si ton intention, c'est d'y revenir dans 10 ou 20 ans, Non, j'ai passé trop effectivement, longtemps. J'ai passé trop longtemps, t'inquiète. eh ben voilà, non, mais c'est pour Toi, être j'ai clair. fait comme Après, toi. chacun le voit comme il veut. Mais si tu veux rester avec le niveau de vie, d'évolution de la société financière et spéculative, tu ne pourras pas le faire dans un écolieu. Donc ta réponse, c'est que tu te déclasses quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu dis tu quittes Paris pour aller ailleurs, mais en l'occurrence, nous, dans le 44, on quitte Nantes pour aller ailleurs. Nécessairement, tu décroches d'un niveau. On est d'accord. Puisque tu ne peux pas retrouver, je ne dis Alors, pas le tu côté. montes d'un niveau. Moi, j'appelle ça monter d'un niveau plutôt que de décrocher, tu vois. Si tu as envie de rester dans ce monde spéculatif et financier, reste-y. Non, Et non, reste-y de manière individualiste. Parce que non, de ma question, elle n'est pas là et tu y réponds pas. Si, elle est vraiment là. Je vais te dire pourquoi. Non. Parce que de toute façon, le centre de Nantes n'évolue pas à la même valeur que si tu achètes à l'extérieur. Voilà, ça c'est vrai depuis 40 ans. Toutes les villes un peu importantes, les centres-villes et aux périphériques, ont augmenté de manière 2, 3, 4, 5 fois, voire 10 fois supérieure au reste de toute la France. Donc que tu achètes en coopérative ou que tu achètes à titre individuel, c'est la même chose. Voilà, donc c'est un choix par rapport à ton lieu, de ton cadre de vie. Est-ce que tu estimes qu'il est préférable d'être dans un endroit qui n'est pas dans la spéculation, ou est-ce que tu préfères rester dans un endroit à fort potentiel spéculatif? Et que tu achètes en coopérative encore une fois ou pas en coopérative, tu auras le même problème. Voilà. Je ne peux rien pour modifier ça. Et la seule chose, c'est de partir sur l'illusion que dans un habitat participatif, tu pourras spéculer à titre individuel. Ça, c'est quelque chose. J'ai fait ça toute ma vie, donc si tu veux, ce n'est pas du tout mon projet. Moi, j'ai fait comme toi, j'ai passé 25 ans à la bourse, je n'ai plus cette envie-là. Voilà. Donc, alors voilà. La réflexion que j'ai, elle n'est pas spécialement pour moi, elle est pour quelqu'un qui a un petit capital et qui demain, pour des raisons d'âge, ne va pas pouvoir rester dans le lieu où elle habite et elle ressortira avec moins d'argent que ce qu'elle avait quand elle est rentrée. Ce n'est pas du tout spéculatif. Pas forcément, Patrick. Ça dépend où c'est qu'elle se reloge. Si elle veut retourner dans un EHPAD à 3000 balles, tu vas vite comprendre que tu es à poil, quoi. Je ne dis pas sortir pour aller sur la Côte d'Azur et faire le kéké. Je parle de sortir parce que ton grand âge t'oblige, par exemple. Ah, excuse-moi, là, ça recoupe. Je ne sais pas si c'est moi ou de ton côté. Non. Ben, l'IRL correspond à un indice de référence sur une moyenne nationale. Donc, tu peux trouver, si tu indexais sur l'IRL, tu peux trouver sur la majorité du territoire français au même pouvoir d'achat. Voilà. C'est sûr que voilà, tu ne peux pas retourner dans des centres-villes, dans des endroits hautement spéculatifs. Mais la France, elle est beaucoup plus vaste que ça. Non, j'entends bien. Il n'y a pas de. C'est juste que c'est factuel que tu vas subir un certain déclassement. Pas pour, je te dis, pour aller faire le kéké, mais. Ouais, mais les mots ont de l'importance. Bah, et oui. Déclassement, tu vois, je ne peux pas l'accepter. Je suis désolé. Voilà. C'est comme investissement. Comme investissement, moi, je pense que investissement, pas le mot. Est-ce que ta vie, tu la classes par rapport à ton degré d'investissement? Est-ce que ta vie, elle n'est pas plutôt par rapport à ta santé, par rapport à ta joie, par rapport aux liens sociaux que tu as? Donc, je dirais peut-être que ceux qui sont à Paris et qui ne se connaissent pas, ou dans les centres urbains où ils ne se connaissent pas, leurs voisins, où ils s'engueulent avec leur voisinage, ils sont dans le déclassement. Et que de vivre dans un écolieu, c'est peut-être un surclassement
que l'on s'offre Là, on est de d'accord. manière très luxueuse. On est d'accord. Voilà. Merci, Je vais rapidement traiter les 3 derniers sujets parce que dans 8 minutes exactement, je vais devoir m'arrêter. Donc, la SAS coopérative, la grosse différence, c'est qu'on est dans la coopération. Et là, tu vois, c'est pas je prends un bien immobilier à 100 000 euros et j'amène 100 000 euros. C'est chacun amène ce qu'il a. Chacun reçoit ce dont il a besoin sans nécessairement être en corrélation avec ce qu'il a apporté. Parce que souvent, je vois des décorrélations dans le sens où souvent des personnes âgées qui sont seules ont un gros apport et un petit besoin immobilier, alors qu'ils veulent vivre avec des jeunes couples avec enfants qui ont besoin d'un gros bien immobilier, mais qui ont très peu d'apport. Donc, la coopération permet de mutualiser l'énergie financière, mais aussi de mutualiser les énergies physiques, les énergies intellectuelles, et chacun amène des éléments qui permettent que l'ensemble soit plus efficace, plus fort. Hein, voilà. Et c'est un choix de ce que vous allez, comment vous allez collaborer ensemble et avec qui vous allez collaborer. Certains amenant plus d'énergie financière, d'autres amenant de la permaculture, voilà, ou des forces de construction, par exemple. Voilà. Et donc, c'est cet équilibre-là que l'on va rechercher avec 2 optiques, qui est de supprimer l'avidité du pouvoir pour toute une série de mesures qui vont se trouver dans les statuts et le règlement intérieur, dans la gouvernance, voilà, d'une manière générale, on va pouvoir stopper l'avidité individuelle du pouvoir, et parce que dans une coopérative, quelle que soit l'énergie financière que l'on met, quel que soit le nombre de parts que l'on achète, une personne sera toujours égale à une voix. Une personne égale une voix. Parce que dans la gouvernance qu'on veut mettre en place du consentement et non du consensus, du consentement, chaque individu a égalité à exprimer ce qu'il ressent. Et c'est tout aussi important les uns que les autres. Parce que certains, peut-être qu'ils ont amené plus d'énergie financière, mais d'autres s'investissent plus au quotidien ou d'autres s'investissent plus à d'autres niveaux. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on tienne compte du ressenti de chacun. Voilà. Et on a des procédures pour pouvoir dépasser quand il y a… on n'est pas tout à fait d'accord tous ensemble. Ça n'empêche pas de consentir à la décision. C'est le sens même du mot consentir, ce n'est pas forcément d'être d'accord avec la décision, mais d'y consentir parce qu'on n'y joue pas notre vie dans cette décision-là, ça ne remet pas en cause notre engagement dans le projet coopératif. Voilà. Donc voilà, la coopérative, ça permet l'avidité du pouvoir et l'avidité de l'argent aussi, puisqu'il n'est pas possible de spéculer, d'avoir des bénéfices, de spéculer sur la disparition du projet, la revente du projet. Voilà, tous ces éléments-là, on les a supprimés et ça permet d'éviter d'aller dans de mauvaises directions ou de mauvaises pensées, je dirais, et d'être plutôt dans la jouissance du projet. Voilà, c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est de comprendre qu'il y a une différence entre posséder et jouir. Voilà, et voilà, sans perdre notre possession. Voilà, on dépose l'argent que l'on a, on le récupère à la fin avec indexation suivant différentes modalités qui sont spécifiques à chaque groupe. Voilà, et pendant ce temps-là, on paye ce que l'on a joui pendant ce temps-là. En cas de revente d'un logement, la municipalité peut-elle préempter? Il n'y a pas de revente de logement dans une coopérative. C'est l'ensemble de la coopérative qui est possesseur de l'ensemble de l'immobilier. Oui. Et donc, il n'y a que des reventes de parts qui sont assez symboliques.
puisque l'argent n'est pas mis dans le capital social, mais dans le compte courant d'associé. Et le compte courant d'associé, pourquoi on le fait par le compte courant d'associé? Parce que c'est plus souple. De temps en temps, on peut en retirer un peu d'argent, de temps en temps, on peut rajouter de l'argent en fonction des besoins que l'on a. Et tout ça, on va le faire en utilisant le système bancaire qui ne garde pas l'argent tout l'argent que vous déposez. Il va mutualiser l'argent que vous déposez pour ne garder que 8% pour rembourser les demandes ponctuelles. Ben voilà, dans un écolieu, on va pouvoir faire ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une petite réserve financière qui va permettre à chacun de, quand il a besoin de changer une voiture, de financer quelque chose de ponctuel, de pouvoir retirer une partie de l'argent qu'il a investi sans avoir besoin de vendre son bien immobilier, puisqu'il ne possède pas le bien immobilier, il n'en a qu'une jouissance d'une partie intime et la jouissance de toutes les parties communes. Voilà un petit peu la philosophie de la coopérative, et donc ça remue vraiment nos valeurs, puisque on a été habitué à autre chose, à la propriété individuelle en gros, je dirais, à la possession et à la peur de perdre et à l'obsession de gagner toujours plus. Voilà, là on n'est plus du tout dans cet aspect-là. Là on dépose les armes à l'entrée, nos armes financières, on jouit pendant qu'on profite du bien, et le jour où on repart, on récupère nos armes avec une indexation pour tenir compte de l'évolution, grosso modo, du marché moyen français. Hors marché spéculatif, on est tout à fait d'accord. Pourquoi les passages? Les passages, c'est avant tout que des personnes qui ont expérimenté cette forme de structuration en coopérative, et qui souhaitent le mettre à votre disposition, toute cette expérience, pour éviter de recommencer à inventer l'eau chaude et d'éviter surtout les impasses et d'aller plutôt dans les bonnes directions en, bien évidemment, en adaptant à la spécificité de chacun. Voilà. Et puis derrière, il y a un projet aussi de réseau, de mutualisation, parce que comme on est dans le même esprit coopératif, on peut mutualiser de l'énergie financière. Imaginez que chaque écolieu mette 20 000 € dans un fonds mutualisé des coopératives. Il y a à peu près une cinquantaine de coopératives aujourd'hui. Ça fait 1 million d'euros en réserve pour toutes les coopératives. Voilà. Et donc, c'est ce genre de choses-là que l'on peut mettre en place, mais bien d'autres également, des systèmes d'échange de lieux. Parce que de temps en temps, on a envie de passer une semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an dans un autre écolieu. Et que voilà, on n'a pas besoin de faire forcément de mouvements financiers. Et c'est tous ces aspects-là qui ont été réfléchis au niveau des écolieux. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres outils qui sont mis à disposition par la plateforme des passages. Par exemple, la plateforme comptable. On a 6 cabinets comptables répartis dans la France qui sont sur une même plateforme et qui accompagnent les écolieux. Voilà. Et puis, on a le fonds de dotation aussi qui peut venir en appui pour… là, on va financer un four à pain. Voilà, il y a différentes aides qui arrivent dans ce réseau des passages. Alors, j'ai quelques questions, même sur une SCIA qui procède… Alors, attendez. Ça saute tellement vite. Attendez, j'ai perdu. Mais c'est passé très vite. Il y a quelqu'un qui me parlait d'une SCIA. Mais j'ai perdu la question, même sur une SCIA qui procède à attribution. C'était lié à la responsabilité financière du groupe. Non, mais moi, il n'y a pas de responsabilité financière des actionnaires. Tout à l'heure, tu évoquais sur la SCI le fait que s'il y en a qui ne peut pas payer, il peut prendre l'argent chez l'autre. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Oui. Une fois, et la SCIA, c'est pareil. Même si c'est attribué? Une fois que c'est attribué, il n'y a plus la SCIA. Tu ne fais plus partie de la SCIA. Oui, donc voilà. Non, on ne peut pas venir te chercher.
tu fais partie d'une copropriété. Donc, Oui, c'est ça. les dettes du collectif, effectivement, tu en es aussi solidairement responsable. Par contre, les dettes individuelles, là, il y a la notion de dette individuelle et de dette collective. Hein, voilà, pour la SCIA. En cas de revente d'un logement, la municipalité peut-elle préempter? Donc, non dans une SAS coopérative. Comment ça se passe avec les associés vieillissants? Ça se passe très bien parce qu'il y a plein d'études qui sont faites là-dessus. On vit beaucoup plus longtemps en bon état de santé, en indépendance, dans un collectif. Hein, et aujourd'hui, il y a des subventions à obtenir des caisses de retraite parce que ça leur coûte moins cher de financer, d'aider à financer des habitats participatifs que les EHPAD, et les gens se retrouvent en bien meilleure santé. Voilà, et en autonomie, en indépendance, parce qu'ils peuvent faire appel régulièrement à des personnes autour d'eux et qui sont en liens sociaux et dans un environnement bienveillant. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas des EHPAD, et quelques scandales l'ont bien montré. Il y a Serena qui vous dit si vous souhaitez avoir le PDF de cadre prix-durée de notre accompagnement juridique, financier et gouvernance ou du fonds de dotation, donc le cadre d'intervention du fonds de dotation, vous écrivez à contact@lespassages.org à Serena et elle vous retourne les documents. Voilà, et tout ce qui concerne aussi les associations que l'on peut créer avant ou après. Hein, généralement, en même temps, sur un écolieu, on crée une structure juridique de style coopérative ou autre, et une association pour les activités qui sont sur le lieu. Et ça peut servir avant de commencer à institutionnaliser un petit peu le fonctionnement et de voir comment on peut établir une gouvernance à plusieurs. Ah oui, les personnes âgées qui n'ont plus la possibilité d'aider et ont besoin de soins. Là, après, voilà, ça dépend les groupes. Hein, mais c'est important de pouvoir en discuter dans le groupe. Je dirais, je connais des écolieux où mais la plupart des écolieux, sincèrement, je connais peu de personnes qui ne contribuent plus. Même à des âges avancés, à plus de 90 ans, j'étais en réunion hier en Zoom avec une personne qui avait 92 ou 93 ans et qui participe encore énormément, quoi. Hein, voilà, à sa façon. Voilà. Et puis physiquement, peut-être un peu moins, mais malgré tout, voilà, elle transmet son expérience. Voilà. Et voilà. Et puis après, c'est à poser aussi au groupe. Voilà, si elle peut contribuer à l'énergie financière du projet parce qu'elle met plus et que voilà, ça aide aussi les jeunes et du coup les jeunes apportent une énergie physique, mais aussi elle peut contribuer à l'énergie, je dirais, spirituelle du lieu. Parce que si le lieu peut accepter qu'il y ait une personne avec un peu moins d'énergie physique et même financière, mais ça donne du sens à ce qui est fait, à la solidarité, à la coopération qui est fait au projet. Et peut-être du coup, le lieu trouvera des prêteurs solidaires qui voudront encourager ce type de démarche. Et d'ailleurs, hier, voilà, dans la réunion du FRIC que l'on a fait, on souhaite faire des appels à projets pour aider ceux qui ont des démarches qui sont, on va dire, altruistes. Voilà, qui aident des personnes qui sont soit marginalisées dans la société, soit ont difficilement leur place. Et voilà, d'être solidaire autour d'une personne comme ça peut unifier un projet, un collectif. Et du coup, de lui donner plus d'énergie, plus de dynamique et de trouver d'autres énergies qui lui sont tout autour. Hein, voilà, il ne faut pas prendre la personne seule, mais qu'est-ce que ça va créer tout autour. Dernière petite chose, on m'avait posé le statut de bailleur social, donc que ce soit une SAS coopérative ou pas,
hein, c'est d'avoir un agrément PLS. Alors, beaucoup s'y essayent. Je dirais il faut être quand même dans une grande ville pour pouvoir avoir accès au PLS. Hein, en lieu où il n'y a pas de tension, de forte tension urbaine, on a énormément de mal de pouvoir avoir un agrément PLS. Voilà. Ce que je peux dire, c'est sûr que l'agrément PLS a de nombreux avantages, et notamment la réduction de la TVA, l'exonération de la taxe foncière pendant 20 ans, des prêts bonifiés, voilà, des choses comme ça. Par contre, on rentre dans une logique lourde, souvent, et donc il faut que vous ayez des personnes qui acceptent de monter des dossiers et de suivre après, et puis d'être que vous soyez obligé de faire comme nos gouvernants le souhaitent, hein, parce que vous avez un certain nombre de contrôles, et notamment l'autopromotion, l'autoconstruction sera difficile à être admise dans un projet qui a un financement PLS. Hein, voilà, donc il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, c'est à sous-peser. Je suis désolé, j'ai dépassé un petit peu mon timing 20h38 parce que j'ai des personnes là, qui sont venues visiter notre écolieu et qui souhaiteraient que l'on mange ensemble. Je vous propose un petit tour de clôture rapide, voilà, pour savoir si est-ce que cette heure et demie que nous avons passée ensemble vous a apporté des réponses. Quelle est un petit peu la suite de votre cheminement avec les passages? Voilà, si vous voulez bien, un petit tour rapide. Alors, je vais prendre dans l'ordre de mon écran. Est-ce que Patrick peut nous faire un petit retour? Je suis très content. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur certains mots, mais sinon, alors, je vais passer à Hélène. Puis si Patrick y reprend, ou alors… Eh bien, on entendait Patrick, mais apparemment pas toi. Est-ce que tu l'entends maintenant? Patrick, recommence. Oui, je dis, je suis très content du rendez-vous, même s'il y a 2-3 mots sur lesquels on n'est pas d'accord. Ouais. Il n'est plus là. Il est parti, mais peut-être qu'il nous entend quand même. Hein. Mika est désormais animateur. Ouais. Désolé, j'ai décroché. Ouais. Tu as entendu Patrick? Hélène? Est-ce que tu as entendu Patrick? Non, je n'ai pas entendu Patrick, je suis désolé. Mais… Allez Patrick, tu recommences encore là. Bon, une dernière fois, hein, je te préviens. Je suis très content du rendez-vous, même s'il y a 2-3 mots sur lesquels on n'est pas d'accord. Ah ben, c'est bien. Voilà. Alors, pour ma part, moi je suis ravie aussi. J'ai les contacts que j'espérais. Voilà. Donc, je vais transmettre tout ça à mon groupe et puis je crois qu'on va se lancer, hein, parce qu'il ne faut pas attendre. Donc, le coût de l'intervention, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok, je vous laisse voir avec Serena les coûts d'intervention. Voilà. Jean, ou je ne sais pas, le groupe de Jean? Stop. Eh ben, à dimanche, Mika. Samedi. Dimanche. Samedi, pardon. Samedi. Ah, d'accord. Samedi. Si tu passes, oui. Oui, moi j'habite. J'y serai. Bon, voilà, super. Merci. C'est bien, super, une belle ouverture. Bravo. Est-ce qu'autour de toi, ils veulent conclure aussi? Un petit mot? Jean? Non, des éclaircissements quand même sur un certain nombre de points, mais il reste encore à rentrer vraiment dans le détail, quoi. Donc c'est l'accompagnement qui sera à faire. Donc, voilà. Je suis désolé, en 1h30, je ne peux pas remplacer 20 heures d'accompagnement. Et puis bon, ça nécessite de prendre en compte les cas particuliers, les éléments factuels, tout à fait. etc. Donc, bien sûr. Je comprends bien que ça ne va pas être fait ici. Steph? Moi, ça confirme mon envie de continuer dans le projet qu'on a là avec mes petits compagnons et d'être encadré parce c'est un gros projet, donc on a, je pense, pas mal d'interrogations encore.
mais envie de continuer et de progresser et d'apprendre. Et c'est super intéressant. J'apprends plein de nouveaux mots à chaque fois que je vois des vidéos. Donc, c'est impeccable. Je m'enrichis. Super. Mais les nouveaux mots ouvrent des nouveaux horizons, des nouveaux mondes, Tout à fait. des nouvelles façons de penser. Et au passage, voilà, on a quelques mots qu'on aime bien utiliser parce que voilà, on s'approprie petit à petit d'autres façons de raisonner. Du côté des ch'tis, Après, je ne laisserai pas Angie. parler les autres quand même. Mais moi, j'ai trouvé la visio très Allô, différente. Angie, c'est encore moi. Tu entends? Tu entends? Nous, on t'entend, mais je ne sais pas s'il t'entend. Ouais, je pense qu'il n'entend pas. Il est figé. Je m'entends par contre. Et puis, donc, il pourra continuer. C'était saccadé, on n'a pas compris, Serena. Ah, zut. Moi, je vous entends très bien. Non. Attends, Ah, il est là, mais il est en silencieux. Ah merde. Merci de m'avoir montré que je n'avais pas remis mon micro. À chaque fois que ça déconnecte. Du coup, je disais que la visio, même si c'est la deuxième, elle était très différente d'il y a 2 semaines. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses encore très différentes, même dans la manière de présenter, même dans l'organisation, c'était très différent. Très intéressant, ça confirme le fait que si on continue à avancer ensemble, il y aura un vrai besoin d'accompagnement. Parce que le sujet est vaste, quoi. Mais je crois qu'il ne doit plus m'entendre. Si? C'est figé. Il n'est plus là. Ça, c'est le Parce qu'on sud, doit hein? rendre l'antenne. Sûrement parce qu'on doit rendre l'antenne, ça bug. Bon. Et Serena? Serena aussi a décroché. Ouais, Serena, elle écrit que c'est enregistré, donc il entendra tout ça après. Ah oui. Alors, on continue comme elle Oui. le propose. Vas-y, Domi. Ah bon, ben voilà. Comme toi, Angie, je trouve ça très enrichissant. Moi, c'est ma première, je l'avais revue en rediffusion, mais j'ai des tas de questions qui fusent en fait. Voilà, pour tout ce que j'avais déjà vu avant les écoliers existants, c'est complètement différent. Donc, c'est quelque chose que je dois m'approprier. Et clairement, il faudra un accompagnement parce que c'est tellement propre à chacun et on a chacun ses projets, chacun ses idées, que oui, un accompagnement sera inévitable de toute façon, je pense. Oui. Et merci. Qui prend le relais? Xavier, Alexis pour les ch'tis ou d'autres?